Madame, monsieur, en route donc pour un voyage plein de richesses. Pour clore en effet et en beauté notre matinale spéciale patrimoine, nous allons nous intéresser en effet à celui de nos voisins et plus particulièrement à sa restauration. 5 mois après l'incendie de Notre-Dame de Paris, nous allons voir comment les autres pays s'y prennent pour sauver leurs édifices en péril, en combien de temps, par quels moyens et avec quelles aides. Autant de questions auxquelles répondront 4 de nos correspondants et vous le savez, en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, évidemment, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Alors, pour cette belle visite culturelle, suivez le guide, s'il vous plaît. Fanny Lothaire, qui nous attend au Brésil. Arnaud Miguet, qui s'est rendu en Birmanie, le Myanmar. Nicolas Bertrand, qui a fait le déplacement au Népal. Et enfin, Marc de Chalvron, qui, lui, nous donne rendez-vous au Sénégal. Allez, pour la toute première étape, nous partons donc au Brésil, qui a subi, vous le savez, souvenez-vous de cette image, une perte immense en matière de patrimoine. Bonjour Fanny. C'est l'un des musées emblématiques de Rio qui a été ravagé, on s'en souvient donc, par les flammes. Et c'est une page d'histoire millénaire qui est partie en fumée avec lui, vous confirmez évidemment. Et oui, c'était il y a un an, le 2 septembre dernier. Dans la nuit, pendant plus de 6 heures, le musée national de Rio est parti en flammes devant les yeux apeurés de centaines de cariocas qui se sont pressés devant les grilles du parc du musée. Et c'est tout un pan de la culture, de l'histoire du Brésil qui est parti en fumée. Entre autres reliques inestimables, certains restes de communautés indigènes aujourd'hui disparus. Et vous allez voir dans ce reportage réalisé par Pierre Leduf et Laura Damas que le musée peine à renaître de ses cendres. L'ancienne demeure impériale était l'un des trésors du patrimoine brésilien. Sous sa toiture métallique qui le protège de la pluie, le musée national est en convalescence. 1 an après l'incendie, Luciana, paléontologue, aujourd'hui en charge de coordonner les opérations de sauvetage, nous guide à travers les ruines de l'ancien palais. Chaque fois que l'on arrive ici et que l'on voit l'ampleur de cette destruction, nous ressentons beaucoup de tristesse. C'est quelque chose à quoi on ne s'habitue pas. De sa galerie de paléontologie, il ne reste aujourd'hui plus rien. Le 3e étage s'est effondré sur le second et le second sur le premier. Des pièces ont tout de même pu être sauvées, certaines avec difficulté, dont 2 défenses de mammouth. Nous avons dû y réfléchir pendant 2 semaines. Pendant ce temps, on a retiré d'autres pièces plus faciles à extraire, jusqu'à arriver à la conclusion qu'il fallait retirer les 2 défenses du mastodonte, avec toute l'armoire et son socle. 20% des débris doivent encore être triés, à l'aide de ces tamis, un travail de fourmi à la recherche de fragments de pièces au milieu des cendres. Il y a 1 an, les flammes ont ravagé le musée pendant toute une nuit. Une bonne partie des 20 millions d'objets sont partis en fumée, une perte inestimable pour l'histoire du pays. Parmi les objets sauvés, cette côte de mailles normande du XVIe siècle, attestant de la présence française au Brésil. Elle est présentée dans cette exposition hors les murs du musée, inaugurée le jour anniversaire de l'incendie. Ce sont des photos qui réveillent des émotions. Elles doivent nous faire prendre conscience que cela ne doit plus se reproduire. Depuis 1 an, le directeur du musée enchaîne les visites à l'étranger, en quête de fonds et de donations pour reconstituer une collection. Nous avons eu des contacts avec de nombreux musées, y compris le musée d'histoire naturelle de Paris. Il nous a déjà promis des pièces originales. Il a monté une commission pour étudier comment il peut nous aider. En attendant que le musée soit restauré, pour maintenir le lien avec le public, des événements sont régulièrement organisés dans le parc entourant le bâtiment, très fréquenté le week-end. Ce stand représente le département d'entomologie. Sur 12 millions de spécimens d'insectes, l'équipe a perdu 99% de sa collection. C'est une telle perte. Le musée va rester fermé pendant longtemps. Ceux qui n'ont pas eu la chance de le visiter vont devoir attendre des années. Le jour de l'incendie, ça s'est envolé avec la suie et la fumée jusque dans les quartiers alentours. Et des personnes ont retrouvé ces spécimens dans leur jardin. Ils ont pris contact avec nous pour nous les ramener. Dans un Brésil en crise économique, investir dans la culture ne semble pas la priorité du gouvernement de Jair Bolsonaro. Nous avons besoin de reconstruire le musée. Il faut donner de l'importance à la science, qu'elle soit valorisée, comme l'éducation. Ce n'est pas un musée de pacotille, comme l'ont dit certains. On parle d'un musée scientifique.
Les travaux de rénovation de la façade doivent commencer ce mois-ci et la réouverture partielle du musée national est prévue pour les célébrations du bicentenaire de l'indépendance en 2022. Fanny, vous savez pourquoi la reconstruction de l'édifice en question prend autant de temps, en fait ? Eh bien oui, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que l'incendie a disséminé en millions de petites particules, vous l'avez vu dans le reportage, les plus de 20 millions de pièces que contenait ce musée. Et donc c'est un travail d'orfèvre très méticuleux que les archéologues vont devoir enclencher et ça met énormément de temps à reconstituer. La deuxième raison, eh bien, c'est que ce bâtiment, ancienne demeure de l'empereur au Brésil, eh bien, est une demeure historique classée. Il faut reconstruire les 2 étages entièrement et donc cela va prendre du temps de restauration. Et la troisième raison, enfin, eh bien, c'est tout simplement un manque cruel de fonds. Justement, si ce musée manque manifestement, comme vous venez de le dire, de fonds, on peut en conclure qu'il n'y a pas eu le même élan de solidarité que pour Notre-Dame de Paris, par exemple ? Eh bien non, pas du tout, malheureusement. Et puis vous savez, le Brésil est un pays en crise, l'État de Rio a ses comptes dans le rouge. Et pour ne rien arranger, le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, a clairement fait comprendre que la culture n'était pas sa priorité. Il a gelé 20% du budget alloué à la restauration de ce musée. Sur les 18 millions d'euros prévus par le gouvernement pour restaurer le musée, seulement 3 millions ont été versés. C'est trop peu. Alors le directeur parcourt le monde à la recherche d'un élan de solidarité internationale comme pour Notre-Dame. Mais pour l'instant, il a récolté seulement 700 000 euros. C'est rien comparé aux milliards donnés après Notre-Dame. Alors l'explication du directeur, c'est qu'au Brésil, contrairement à la France, il n'y a pas la même culture des entreprises de donner aux institutions culturelles. Mais c'est sans doute aussi parce qu'il n'y a pas les mêmes réductions d'impôts. Merci Fanny, on ne vous a pas très bien vu en raison de la difficulté d'avoir la liaison, mais on vous a bien écouté. Merci aussi pour ce témoignage. Allez, changement de décor, direction maintenant la Birmanie, le Myanmar aujourd'hui. Le Myanmar et ses trésors architecturaux. Bonjour Arnaud. Le pays, on le sait, recèle de monuments emblématiques, dont certains d'ailleurs datent de la période coloniale, mais leur préservation ne semble pas faire partie des priorités de l'État. C'est un peu SOS Patrimoine en danger aujourd'hui ? SOS Patrimoine en péril, c'est exactement ça. Bonjour mon cher Laurent. La Birmanie et son ancienne capitale, Rangoon, regorgent de trésors, un patrimoine témoin d'une histoire riche, d'une histoire coloniale aussi, vous l'avez dit, puisque la Birmanie, le Myanmar, furent britanniques jusqu'en 1948. Alors ces édifices coloniaux, et à Rangoon, l'ancienne capitale, on en recense 190, ont été ravagés par des années de négligence sous la junte militaire. Pourquoi rénover ces symboles de l'oppression passée ? Pourquoi dépenser de l'argent dans ces vieilles pierres quand on peut construire des tours à la place ou des centres commerciaux, symboles de modernité ? Alors heureusement, Laurent, tout le monde n'est pas de cet avis. Aujourd'hui, la société civile, des ONG se retroussent les manches pour sauver et préserver ces édifices, comme vous allez voir dans ce reportage de la fine équipe, Justine Jankowski, Angélique Forger, Antoine Védéier et Thomas Blanc. Regardez, on se retrouve après. Rangoon, le cœur bouillonnant du pays. Une jungle urbaine de 5 millions d'habitants où l'architecture chamarrée témoigne d'un passé tumultueux. Où les stupas dorés des temples bouddhistes côtoient les édifices décrépits de l'Empire britannique. Mais pour ne rien oublier de son caractère d'antan, un organisme privé œuvre à la réhabilitation de ces bâtiments. Thurain Hong, architecte, est à la tête du projet. Par exemple, les tours. Il y avait des arbres qui sortaient de ces tours. Les fenêtres étaient cassées, la façade était endommagée. Mais on a tout restauré et aujourd'hui, on lui a rendu sa splendeur. Le secrétariat, ancien siège de la Birmanie britannique, était complètement laissé à l'abandon. Bientôt, il abritera des bureaux, une galerie d'art et des boutiques. Ces vieux édifices sont pour nous un avantage économique, un atout que les autres n'ont pas. On peut utiliser ces immeubles comme un moteur pour notre économie, en faire un lieu attractif pour nos talents. C'est aussi un endroit qui connecte le présent avec le passé. 1885, les Britanniques annexent la Haute-Birmanie et font de Rangoon la capitale de leur nouvel empire. Le village de pêcheurs devenu métropole talonne alors la richesse de ses voisines indiennes, Delhi et Calcutta. Mais depuis l'indépendance, en 1948, ces édifices sont laissés à l'abandon.
Plus de 50 ans de négligence sous la junte militaire. Des 7000 bâtiments coloniaux dévorés par la végétation, seule une centaine a été rénovée par des investisseurs privés. L'État n'a pas les moyens de les prendre en charge. Sous la couronne britannique, ce local stockait des marchandises importées. Il y a 1 an et demi, il s'est reconverti en un restaurant chic. Sa gérante se félicite du résultat. Tout cela est très précieux, c'est quelque chose qu'on ne retrouvera jamais. Donc à chaque fois qu'on met la main sur des antiquités, quelles qu'elles soient, le mieux c'est de les conserver. Ils sont une poignée de nostalgiques à vouloir sauver ce patrimoine en danger. D'une ancienne capitale à une autre. Bagan, à 600 km de là. Du Xe au XIVe siècle, elle était capitale impériale. Sur 13 000 pagodes, il n'en reste que 2800, survivantes de la mousson et de plusieurs séismes. Aujourd'hui, Zazarline et les archéologues travaillent d'arrache-pied pour la restauration du Soulamani, l'un des plus grands. Il a déjà retrouvé son toit de briques. Pendant la saison des pluies, l'eau entrait dans la pagode et la menaçait. C'est pour ça qu'on a commencé par la restauration du toit. Depuis 2 ans, ces ouvriers travaillent dans les règles de l'art pour rendre sa splendeur au Soulamani. Juste mélange d'eau et de glaise pour colmater ces briques du XIIe siècle. Ça me rend très triste de voir ces temples partiellement détruits. Parfois, ça me fait pleurer. Bagan est un joyau architectural. Un chef-d'œuvre qui attire chaque année plus de visiteurs. Bagan, l'un des plus beaux spectacles de notre temps, comme le disait Marco Polo, est classé depuis cet été au patrimoine mondial de l'humanité. Et donc, depuis cet été seulement, Arnaud, pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps ? Eh bien, tout simplement parce que Bagan a, elle aussi, été victime de négligence sous la junte militaire. Construction sur le site, 104 km² quand même, mais construction d'une route, d'une tour de surveillance de 161 mètres de haut et construction d'un golf pour distraire les généraux. Aujourd'hui, ces choses réparées, le site est classé et protégé. Et selon vous, Arnaud, est-ce que cette sauvegarde du patrimoine va attirer, on va dire oui, plus de tourisme, malgré l'actualité, je pense, comme vous, au génocide des Rohingyas qui a scandalisé le monde entier ? Potentiellement, la Birmanie pourrait attirer beaucoup plus de monde. 2 millions de touristes l'an dernier. C'est un pays qui s'est ouvert en 2011, suscitant des espoirs avec l'autodissolution de la junte, avec l'arrivée au pouvoir de la Dame du Lac, Aung San Suu Kyi. Mais les espoirs ont été très très vite déçus, vous l'avez dit, avec la crise des Rohingyas que l'ONU qualifie de génocide. Les Rohingyas, ce sont ces musulmans qui ont toujours été persécutés dans ce pays à majorité bouddhiste et qui ont été tués, violés et chassés et qui croupissent aujourd'hui dans des camps voisins au Bangladesh. Question morale, faut-il aller ou non en Birmanie ? Beaucoup se posent cette question dans ce pays dont l'image est désormais à nouveau ternie. Une vraie question. Merci en tous les cas. Merci beaucoup Arnaud et à bientôt évidemment. Allez, il est temps maintenant de faire une petite pause, comme on dit, une petite pause numérique avec notre ami Julia Livache qui nous rejoint. Car s'il y a bien un outil qui s'est mis au service du patrimoine, c'est le net, tout simplement. Les internets, comme on dit. Les internets. Internet est un des meilleurs ambassadeurs aujourd'hui concernant le patrimoine et la culture en général. La première étape sur Internet, ça va être d'informer et d'amener le patrimoine à la portée de tous. Et c'est sur Internet, lorsqu'un monument est abîmé et en danger, on va informer l'internaute qui, par le biais du web, va prendre conscience d'une réalité qui, il y a une quinzaine d'années, lui aurait complètement échappé. Et ça, sur des sites comme celui de l'UNESCO, la mission Stéphane Bern ou encore la LIP. Alors, tous ces sites vont aussi provoquer une réaction. Il faut savoir que les Français répondent présents. Il suffit de voir le succès de la mission Stéphane Bern et du Loto du patrimoine pour comprendre qu'aujourd'hui, ils se sentent investis et ils souhaitent aider. Deuxième étape sur Internet, Laurent, ça va être agir maintenant pour protéger, pour préserver. En inventant le don en ligne, le mécénat populaire
populaire et participatif apparaît aujourd'hui comme le maillon essentiel, élémentaire, indispensable du système d'aide à la restauration, je dirais même à la résurrection du patrimoine. On trouve sur Internet un site qui s'appelle D'Artagnan. Alors ce site, c'est vraiment le leader, non évocateur, pas mousquetaire du patrimoine. C'est sur ce site qu'on va lever des fonds pour provoquer littéralement des aides et des restaurations. Levée de fonds, crowdfunding, levée de fonds par la foule, c'est comme ça que ça fonctionne. La contrepartie, ça va être de l'abattement fiscal, puis des expériences inédites. On va visiter des monuments, des musées de nuit, à la bougie, on va visiter la cave, le grenier, on va avoir des expériences qu'on n'aura pas habituellement. Merci beaucoup, Julia. Notre voyage se poursuit au Népal maintenant. Le Népal qui, en 2015, a été ravagé, vous vous en souvenez peut-être, par un terrible séisme. Bonjour Nicolas. Nicolas, vous aviez été envoyé sur place à l'époque. Et aujourd'hui, où en est donc la reconstruction du pays et de son sublime patrimoine, il faut le reconnaître? Oui, bonjour Laurent. Effectivement, à l'époque, nous avions été envoyés immédiatement sur place, avril 2015. Quel choc de voir le Népal si durement touché. La priorité, bien sûr, pour les autorités, ça a été de prendre en charge la population. Je vous rappelle qu'il y a eu près de 10 000 morts. Et puis, il a fallu reconstruire. Le patrimoine architectural était complètement à terre. Reconstruire, oui, mais comment fallait-il privilégier les traditions ou mettre en place des techniques modernes bien plus solides? Et bien finalement, les Népalais ont choisi un mélange des deux, comme vous allez le voir dans ce reportage au cœur de Katmandou. Il est signé Marion Laouamène et Navodita Koumari. Presque 500 ans d'histoire et 50 kilos de cuivre recouvert d'or reposent sur les épaules de ces hommes. Ils doivent l'amener au sommet de ce temple. Doucement, doucement. Installer ce pinacle en haut de l'édifice surplombant la célèbre place du Darbar est une grande étape. C'est une pièce d'un patrimoine très ancien et il a été remis à sa place. Car voici à quoi ressemblait ce temple Char Narayan avant et après le tremblement de terre qui a touché le Népal en avril 2015. Cette bâtisse du XVIe siècle, classée au patrimoine mondial, a été entièrement détruite. La secousse de magnitude 7,8 a fait près de 10 000 morts, rasé plus de 600 000 habitations et endommagé plus de 700 monuments historiques. Tout un pays et son patrimoine à reconstruire. Mais comment? Rohit Ranjitkar, l'architecte derrière ce chantier hors norme, a choisi de rester dans la tradition. Avec des briques et de l'argile, adaptées pour mieux résister à de futurs tremblements de terre. C'est un matériau très flexible. Ce n'est pas une construction rigide. Donc pendant un tremblement de terre, il y aura peut-être beaucoup de fissures, mais le bâtiment sera toujours debout. Ça veut dire moins de victimes. Les monuments, on peut toujours les réparer, mais on ne peut pas réparer la vie des gens. Les 3/4 des monuments endommagés sont toujours en travaux 4 ans après, comme le temple Radhakrishna. Car au Népal, l'un des pays les plus pauvres au monde, il y a aussi le problème de l'argent. Pour ce représentant de l'UNESCO, le défi est de reconstruire plus solidement, sans dissocier avec l'architecture traditionnelle. Pour cela, il faut des artisans qualifiés. Nous sommes constamment en train de chercher des fonds pour pouvoir continuer nos projets de reconstruction. Il faut toujours pousser le département d'archéologie de faire les reconstructions avec les moyens traditionnels. Comme ici, donc il doit mesurer, il doit tout adapter, parce que très souvent, ils essaient de prendre le contractant le moins cher. Nous, on essaie de prendre le meilleur contractant. Et les modifications passent presque inaperçues. Donc ici, vous voyez qu'il n'y a pratiquement pas de clous qui sont utilisés. Tout est fait en bois. Et c'est un bois du sud du pays. Ça a la propriété d'être très dur et très résistant contre le tremblement de terre, mais en même temps flexible, que ça puisse bouger avec les mouvements du tremblement de terre. Car un tremblement de terre peut survenir à tout moment. Le pays est situé sur l'une des zones sismiques les plus actives au monde. Alors toutes les générations de Népalais suivent de près la rénovation de leur patrimoine historique. Mon grand-père m'amène ici depuis que je suis petite. Il m'a montré beaucoup de temples et je voudrais qu'il en soit de même avec les prochaines générations.
Qu'elles viennent ici, visiter ce lieu et être fières d'être népalais. Peu à peu, les traces du séisme s'évaporent. Plusieurs monuments ont retrouvé leur forme, fiers et élégants, prêts à accueillir les visiteurs et les croyants. Magnifique, magnifique reportage. Merci beaucoup Nicolas et à bientôt évidemment. Alors, retour chez nous à présent, vous êtes gâtés avec Frédéric Gersal. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. On va effectivement faire un point sur les grandes rénovations du patrimoine français. Et on commence par celle qui est au cœur des débats, la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Souvenez-vous, Laurent, le 14 avril 2019, il y a moins de 5 mois, c'est cette image que l'on voyait, la cathédrale dans son entier, avec sa flèche, et puis d'un seul coup, le drame, le lendemain, le 15 avril. Regardez, entre le 15 et le 16, c'est le drame absolu, cet incendie qui démarre, qui va durer 15 heures, avec le toit qui fond, avec la charpente qui se détruit par le feu, cette fameuse forêt de chênes qui descend directement dans la cathédrale, et regardez les images que l'on suit ensuite et que l'on voit ce désastre avec la voûte qui en partie s'effondre à l'intérieur. Immédiatement, il suffit de quelques minutes, alors que tout vient de s'effondrer dans la pierre, dans les larmes de celles et ceux qui regardent ça en direct ou sur notre chaîne, sur France 2. Tout de suite, on voit les réactions. Les premières Françaises et Français qui veulent aider tout de suite à la reconstruction. On y pense, on en parle. Et puis, il y a le président de la République qui lance ce chantier. Ça doit être fait dans 5 ans pour les Jeux Olympiques de 2024. Et puis, les grandes entreprises qui se lancent dans cette entreprise. Alors, les deux questions qui se posent, comment va-t-on reconstruire? Est-ce qu'on garde la même architecture? Est-ce qu'on garde les mêmes matériaux? On répondra à ça dans quelques mois. Oui, débat ouvert. Et ailleurs que dans la capitale, il y a eu d'autres reconstructions toutes plus marquantes les unes que les autres. Absolument, la France est tellement riche. Oui. Il suffit d'aller vers l'ouest. Alors, je vous propose on va descendre dans le sud pour commencer, avec la cité de Carcassonne. Alors, on se souvient. On se souvient non seulement de ces tours, et puis de ces 2 remparts. Vous les voyez? Peut-être. Oui. C'est très ancien. Ah, ben oui, c'est très ancien. Et vous savez que normalement, la dame Carcasse sonne. Elle sonne la cloche. C'est ce que dit la légende. En tout cas, il y a 2 épaisseurs de remparts. Au cœur de ces 2 remparts, il y a eu ce qu'on appelle les lys. Et là, on va, à force de détruire cet ensemble au cours du XIIIe siècle, du XIVe siècle, et puis du temps qui passe, on va finir par obtenir cette image, avec juste quelques tours qui apparaissent, vous voyez, et puis des gens qui vivent entre les 2 remparts, un à gauche sur votre écran, et puis un petit peu plus bas à droite. On est entre ciel, montagne et mer, mais il va falloir s'y reprendre à plusieurs fois. C'est au XIXe siècle qu'enfin, on va reconstruire et obtenir ce que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire cette image magnifique, avec ces tours toujours présentes, avec ces 2 épaisseurs de remparts, et tout cela, on le doit à 2 hommes qui vont... Ah ben oui, alors absolument. Alors, on va commencer par Prosper Mérimée, qui est quand même l'homme des monuments historiques, le voilà, le fameux auteur, qui est inspecteur général des monuments historiques, et qui va utiliser le savoir-faire de cet homme, et là vous avez raison, Eugène Viollet-le-Duc, qui est l'architecte, qui va travailler sur Notre-Dame de Paris, qu'on vient de voir, et sur la reconstruction de Carcassonne. Alors, beaucoup plus récemment, Frédéric, la Seconde Guerre mondiale, on le sait, a fait énormément de dégâts. Et ce ne sont pas des édifices qui ont dû être reconstruits, on est bien d'accord, des villes entières. Alors nous voilà dans l'Ouest, je vous en parlais tout à l'heure, j'étais un petit peu en avance. Et souvenez-vous, 1944, vous voyez cet avion militaire, ce bombardier, on est en juin 44, vous voyez les effets de fumée, les bombes qui ont été larguées en bas de votre écran. Et puis cette ville, c'est quoi? C'est Saint-Malo, avec la vieille cité de Saint-Malo. Et voici ce que ça donne au mois d'août 1944, nous sommes au mois de septembre, regardez! C'est la vieille ville qui est en pleine destruction, évidemment. Et puis, on va déblayer, ça va mettre 3 ans. Alors, ça va donner cette image que l'on voit maintenant, avec des trous béants. On va mettre un temps fou pour reconstruire, mais il y a le souhait de reconstruire à l'identique cette cité. 5 secondes. Il y a des monuments qui n'ont jamais été reconstruits? Oui, les Tuileries. Et je peux vous montrer une image de la cathédrale Notre-Dame de Reims, parce que ça vaut le coup. On a l'impression qu'on est à Paris, ça a brûlé en 1914. Image suivante, juste pour vous montrer, on a l'impression que l'histoire se répète. Regardez. Voilà, c'était en 1914, l'autre c'était en 2019. Le drame est absolu. Merci Frédéric, merci. Allez, pour la dernière escale, on part en Afrique où la question du patrimoine est un sujet très sensible. Bonjour Marc, je pense notamment à un très vieux débat qui concerne la restitution des œuvres d'art africaines. Débat ouvert par Emmanuel Macron il y a quelques années déjà. Oui, bonjour Laurent, vous l'avez dit, le débat a été relancé avec force par Emmanuel Macron il y a 2 ans quand il a demandé à ce que certaines œuvres d'art africaines soient restituées à leur pays d'origine. Vous le savez, l'immense majorité du patrimoine africain se trouve en dehors des frontières du continent, beaucoup en France d'ailleurs, ancienne puissance coloniale, et beaucoup de ces œuvres ont été
volées. Alors 2 ans plus tard, aucune œuvre n'a été officiellement restituée, mais le Sénégal a accueilli le retour de quelques-unes de ces pièces de grande valeur. C'est l'œuvre d'un collectionneur français, Réginald Grousse, et il a ouvert son petit musée ici. C'est une expérience quasiment unique en Afrique de l'Ouest. Regardez ce reportage signé Stéphanie Aglietti, Manon Descoubès et Marianne Getty. C'est un musée flambant neuf, installé dans le Ciné Saloum, une région isolée du Sénégal. L'idée peut paraître saugrenue, et pourtant, Réginald Group poursuivait ce rêve depuis 10 ans. Rassembler ici cette collection d'œuvres de toute l'Afrique de l'Ouest, l'ancien marchand d'art a investi près d'1 million d'euros. La douceur d'un objet peut fournir, selon l'ethnie, peut fournir des informations sur son authenticité, sur sa vieillesse. C'est un tambour qui est fait pour communiquer, et c'est pour ça qu'on a sculpté une tête. La tête, elle représente la voix des ancêtres, le message des ancêtres. Cet objet, d'une grande valeur, vient du Nigeria et date du 19e siècle. Réginald Group est allé le dénicher en Allemagne. L'immense majorité du patrimoine africain est disséminée un peu partout dans le monde. Le collectionneur français tenait absolument à en rapatrier au moins une partie sur le continent. On ne peut pas construire son avenir si on ne connaît pas son passé. Et c'est très important. Et le passé en Afrique, il a été malmené. Je suis dans la démarche de permettre aux gens d'accéder à leur histoire, à leur culture et de la redécouvrir. Pour guider les visiteurs, tu vas pouvoir commencer la visite. Il a lui-même formé Juliette Faye, jeune Sénégalaise autrefois sage-femme. Elle a appris à faire vivre les objets. Il y a 2 personnes qui sont en conflit. Donc ça revenait aux sorciers du village de les départager. Ce dernier faisait passer de l'eau là jusque dans la calebasse. Après, il secouait. Il leur donnait la même eau à boire. Celui ou ceux qui avaient tort, ils tombaient gravement malades. Pour l'instant, on ne se bouscule pas dans le musée. 200 personnes par mois à peine. Nous, les Africains, nous n'avons pas la tradition souvent de visiter les musées. C'est une réalité que nous devons accepter. En tout cas, moi, avant que je ne fasse mes cours avec Réginald Group, si j'étais entrée dans un musée, j'allais dire qu'est-ce que c'est que ces choses-là. Pour ce groupe, c'est justement la toute première fois dans un musée. On ne peut pas dire que ça me manque tant que tu ne sais pas que ça existe. Mais maintenant que je découvre et tout, ben, c'est dommage, je vais dire, d'arriver à cet âge pour découvrir des choses pareilles. Alors si le musée, unique au Sénégal, n'a pas encore tout changé dans les mentalités, il a tout de même conquis son voisinage, le village de Djilor. Voir des œuvres d'art qui datent depuis 1000 ans, c'était extraordinaire. J'étais émerveillée, j'y suis retournée 3 fois et j'ai appris beaucoup de choses sur nos ancêtres. De quoi donner raison à Réginald Group, qui voudrait que son musée ne soit qu'un modèle, à reproduire ailleurs en Afrique autant de fois que possible. Ouais, il n'y a quand même pas grand monde dans ce musée, Marc. Un musée qui est pourtant, vous le dites, une expérience unique. Oui, on le voit, Laurent, dans le reportage, c'est tout simplement que les Sénégalais n'ont pas l'habitude d'aller au musée et cela peut s'expliquer aussi parce que le patrimoine n'est plus ici. Et c'est justement la démarche de Réginald Group, c'est de rendre l'intérêt de la population locale possible en faisant revenir ces œuvres. Alors le collectionneur ne se fait pas d'illusions, cet intérêt ne viendra pas tout de suite et ce d'autant plus que le musée ne se trouve pas dans la capitale, Dakar. Eh non, à près de 180 km de Dakar. Et pour en revenir à l'appel d'Emmanuel Macron 2 ans après, où est-ce qu'on en est précisément? Est-ce que certaines œuvres vont être restituées, on le sait? Oui, alors un rapport a été rendu au président de la République qui suggère qu'un petit nombre d'œuvres soient rendues rapidement, restituées le plus rapidement possible, si possible, d'ici la fin de l'année. Difficile de savoir si ces délais seront tenus. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a entendu énormément de controverses, de polémiques dures même depuis que le débat a été relancé entre les partisans de la restitution qui disent que ces œuvres ont été volées et que donc il faut les rendre, et ceux qui s'y opposent, qui avancent notamment l'argument qu'il n'y aurait pas de musée digne de ce nom dans les pays concernés. Réginald Group, lui, regrette la tonalité de ce débat. Il dit qu'il aurait pu être abordé peut-être de manière moins frontale.
Ben oui, c'est donc une affaire à suivre. Merci beaucoup Marc et évidemment à très bientôt.